Bonjour à toutes et à tous. Ça me fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue au panel vers des pratiques communautaires plus inclusives, regards critiques et pistes de solutions du forum Voir Grand. Je me présente, je suis Élise Rosnadi, je suis consultante en communication et chercheuse féministe intersectionnelle spécialisée en médias numériques. Aujourd'hui, je vais animer le panel qui durera 1h30. Je vais d'abord commencer par vous présenter les panélistes qui vont partager leur expérience et leurs connaissances avec nous aujourd'hui. On aura d'abord Sonia Haddad et Kavita Kulasigam, toutes deux organisatrices communautaires au Centre des femmes d'ici et d'ailleurs. Ensuite, nous allons continuer avec Gisèle Pouemjal, coordonnatrice de projet jeunesse et étudiante au diplôme de deuxième cycle en développement économique communautaire de l'Université Concordia. Je commence par inviter l'auditoire à débuter, à se présenter dans l'espace de clavardage. Je vais demander ensuite à Megan de faire un bref tour de table. Pour les consignes pour aujourd'hui, vous allez constater que vos micros sont fermés, vos caméras sont fermées, donc vous avez accès à l'interaction à travers l'espace de clavardage qui est modéré par notre collègue Megan. Je tiens aussi à vous mentionner que la rencontre d'aujourd'hui va être enregistrée. Et finalement, pour la période d'échange, donc une fois que les panélistes auront fait leur présentation, on va vous inviter à poser vos questions, à émettre vos commentaires dans l'espace de clavardage. Et Megan va assurer la modération et va prendre les questions et les adressera ensuite aux panélistes. Alors, le déroulement. On va commencer par une présentation d'une vingtaine de minutes par les panélistes. Et ensuite, on va vous inviter à interagir avec nous par l'entremise de commentaires, de questions dans l'espace de clavardage. J'invite peut-être Megan à nous faire un bref tour d'horizon quant aux personnes qui sont participantes dans ce panel. Oui, bonjour et bienvenue. On a une belle représentativité. On a plusieurs participantes et participants, d'ailleurs, venant du centre du Québec, de la Montérégie, de l'Estrie, la Naudière, Gaspésie, les îles de la Madeleine, Montréal, entre autres, travaillant en santé mentale, des centres de femmes, en défense collective de droits, déficience intellectuelle. Mini-portrait, il y a une plus grande représentativité, mais bienvenue et je vous invite à utiliser le chat pour poser vos questions. Merci beaucoup, Megan. Donc, on va commencer la présentation avec les panélistes. J'invite donc Sonia et Kavita à commencer leur présentation. C'est à vous. Bonne présentation. Merci, Élise. Donc, on a un PowerPoint qui va être partagé par la suite avec vous. Donc, moi, je me présente, je m'appelle Kavita Kulasigam, je suis originaire du Sri Lanka et je suis arrivée à Montréal comme réfugiée quand j'étais enfant. Donc, j'ai étudié en technique en travail social et depuis, je m'implique dans les mobilisations féministes et antiracistes. Et après mes études, j'ai travaillé un petit peu dans certaines institutions gouvernementales et ça fait 4 ans que je suis organisatrice communautaire et intervenante au Centre des femmes d'ici et d'ailleurs. Et ma collègue Sonia. Bonjour, je m'appelle Sonia Haddad. Je suis d'origine libanaise et syrienne, mais de 2e et 3e génération. Je travaille au Centre des femmes d'ici d'ailleurs depuis maintenant près de 21 ans. J'ai commencé à m'intéresser à la justice sociale et à l'implication en 1990 pendant la grève étudiante à l'UQAM et puis j'ai jamais arrêté depuis. Aujourd'hui, on va vous présenter un petit portrait de nos pratiques. Puis j'espère que vous allez apprécier. N'hésitez pas à poser des questions dans le chat. N'hésitez pas à nous donner des commentaires. Puis si vous avez des suppléments d'informations, donnez-les ici. Donc, à travers, finalement, la question principale qu'on va se poser, c'est comment avoir une cohérence entre nos actions, nos revendications et les réalités vécues par les femmes racisées dans le milieu communautaire. Puis, on vous présente, la diapositive vous présente un bref portrait d'un peu ce qu'on va aborder. C'est pas dans l'ordre, bien sûr, c'est à travers toute notre présentation. Puis, j'espère qu'on va répondre aux questions. S'il reste quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous contacter par la suite. Donc, très rapidement, pour situer le centre, donc le Centre de femmes d'ici et d'ailleurs, on est à Montréal, dans le quartier Villeray. Donc, on existe depuis 1985. Avant,
il y avait l'Association pour la défense des droits du personnel domestique. C'était un groupe par et pour de défense des droits. Et de ce groupe-là est parti, et de ce groupe-là est né le Centre de femmes d'ici et d'ailleurs. Et bien sûr, notre approche, c'est l'approche féministe, globale et antiraciste. Donc, aussi, partager un petit peu notre expertise. Donc, en 2018, nous avons fait une étude qualitative sur les besoins spécifiques des femmes racisées de notre quartier, donc le quartier Villeray, où on a eu des entretiens avec des femmes racisées du quartier qui fréquentent des organismes communautaires, mais aussi des intervenantes racisées qui travaillent au sein des organismes communautaires. Et en 2019, nous avons produit cette étude-là et nous avons fait un lancement pour le 8 mars. Plus tard, je vais partager les liens vers notre site Internet qui vous donneront accès pour consulter l'étude. Et depuis 2017, au centre, on a un comité antiraciste. Donc, le comité était parti pour vraiment une comité de réflexion pour plus voir comment le centre peut être proactif dans les luttes antiracistes. Et de ce comité-là est né, et ce comité, en fait, a produit une vidéo de témoignages qui a recueilli les témoignages de 5 à 6 femmes sur le racisme, les situations de racisme qu'elles ont vécues et l'impact que ça a eu sur elles. Et cette vidéo-là est accompagnée d'une guide de réflexion pour stimuler les discussions et trouver des solutions collectives au racisme et ses impacts. Et les deux liens, je vais vous les partager sous peu dans le chat. Donc, pour ce qui est des résultats, des besoins exprimés à travers l'étude qualitative qu'on a fait, je vais vous faire vraiment un bref tour parce que vous pouvez en savoir plus avec le lien. Mais entre autres, outre les besoins de base qu'on se doute bien qui étaient des besoins exprimés comme le logement, l'emploi, les garderies, l'aide pour aussi pour les violences, puis pour les violences sexuelles et conjugales. Il y a eu aussi plus d'aide par rapport à la discrimination subie, par rapport au profilage racial subi aussi. Mais une chose dont je vais vous parler un peu plus en détail, c'est vraiment le fait que les femmes racisées du quartier ont beaucoup insisté sur le fait qu'il manquait de représentation. Donc, on ne se doutait pas que ça allait ressortir dans une étude sur les besoins, mais c'était vraiment assez flagrant. Puis, des choses qui ont été mentionnées, c'est la sous-représentation des femmes racisées dans les instances, que ce soit les instances des groupes communautaires, mais il y avait aussi parlé des institutions puis les instances décisionnelles. Donc, elle disait qu'il y avait beaucoup de femmes à s'impliquer dans le quartier, beaucoup de femmes racisées, mais peu de femmes racisées au sein des groupes, au sein des travailleurs, travailleuses des groupes et des institutions. Donc, il y avait cette espèce d'écart-là entre le travail de terrain puis qui était engagé finalement et aussi qui était engagé dans des contrats qui n'étaient pas des contrats à court terme ou des contrats précaires et qui avaient des possibilités d'avancement dans les organismes. Une autre chose aussi, c'était la difficulté de mettre de l'avant leurs demandes et les enjeux des femmes racisées à travers les structures du quartier. Souvent, il disait on veut être consulté plus, on veut que les enjeux qui nous touchent plus personnellement soient qu'on les voit dans les plans d'action de quartier, qu'on les voit dans les recherches de quartier. Donc, c'était vraiment ce besoin-là d'être entendu et d'être dans le par et pour aussi, pas seulement d'être celle qu'on consulte, mais celle aussi qu'on engage, celle dont on tient compte dans les organismes. Voilà. Et merci. Oui. Donc, très rapidement, comme vous avez sûrement remarqué dans vos organismes, c'est les inégalités qui existaient avant la pandémie qui sont en fait aggravées durant la pandémie. Donc, la précarité, la vulnérabilité qui augmente. Et c'est la même chose que nous avons remarqué ici à Montréal. Donc, si on prend la spécificité des femmes à statut précaire, donc soit avec un statut, qui sont en entente de statut ou qui sont sans statut, donc ces personnes-là, on sait déjà
avant la pandémie, occupaient des emplois les plus dangereux avec les moins bonnes conditions de travail. Donc, durant la pandémie, ça a continué et aussi se rappeler que ces personnes-là ont pas accès en fait au filet social que nous on a accès, donc l'exemple de PCU par exemple, les prestations canadiennes d'urgence ou bien chômage, pension. Ces personnes-là, en raison de leur statut ou du fait qu'ils n'ont pas de statut, n'ont pas accès à ces ressources-là. Et il y a plusieurs études à Montréal qui ont été faites, Santé Montréal, qui démontraient vraiment que dans les quartiers où il y a le plus de personnes racisées, il y avait plus la COVID, soit par manque d'accès, par le fait qu'il y a plusieurs dans le même logement, ou bien par le fait que ces personnes-là occupent des emplois qui occupent des emplois où ils sont davantage exposés à la COVID-19. Et bien sûr, il y a plusieurs centres de femmes qui sont parmi nous, donc nous avons il y a eu vraiment une augmentation dans les demandes d'aide par rapport aux violences conjugales. Donc, c'est vraiment les inégalités qui existaient déjà. Puis, il faut aussi s'en rappeler qu'une fois que l'économie va être relancée, tant qu'on parle pas de discrimination systémique, de racisme systémique, les discriminations qui vont continuer, ça veut juste dire que pour ces personnes-là, la réinsertion dans l'économie, une fois que l'économie va être relancée, va demeurer difficile et ils peuvent continuer à être dans des situations précaires, même post-pandémie. Donc, voilà un petit, une petite mise en de ce qui se passe, ce que nous, on a remarqué pendant la pandémie. Et maintenant, on va vraiment parler des pratiques qu'on a au centre. Donc, je vais laisser Sonia. Oui, comme on a vu tout à l'heure dans les besoins exprimés, les femmes ont parlé beaucoup de représentativité, mais aussi du fait d'être embauchées dans les groupes communautaires, d'être représentées aussi au sein des équipes de travail. Donc, on va parler un peu des politiques d'embauche qu'on a au Centre des femmes d'ici et d'ailleurs. C'est sûr que nous, on est un petit groupe de base, centre de femmes interculturel. Donc, je vais vous présenter, regardez ce qui s'applique à vos organismes et qui ne s'applique pas, puis peut-être vous allez penser à des choses encore plus intéressantes qui pourraient compléter ce qu'on fait déjà. Donc, n'hésitez pas à nous partager aussi dans le chat les initiatives que vous faites, pas seulement sur les politiques d'embauche, mais aussi dans l'inclusion des femmes racisées dans vos organismes. On va en tenir compte, puis ça va enrichir nos réflexions. Donc, pour parler de la politique d'embauche, il faut se rappeler que le racisme, c'est un système. Donc, les règles, les exigences qui semblent neutres, donc on se dit, ben oui, c'est tout à fait, je fais aucune discrimination dans mon offre d'emploi, peut avoir quand même un effet discriminatoire. Donc, par exemple, le fait de demander de l'expérience préalable dans un secteur qui n'existe pas dans le pays d'origine de la personne, ça peut arriver que les groupes communautaires ne sont pas organisés de la même façon, ne s'appellent pas groupe communautaire, mais ça a un autre nom ou ça prend une autre forme. Donc, le fait de demander spécifiquement de l'expérience communautaire ou de l'expérience dans tel domaine peut être quand même amener une discrimination non voulue et non réfléchie de la part des gens qui le font. Donc, pour ce qui est d'avoir une responsabilité au sein de l'équipe, là, vous avez un petit portrait de notre équipe l'année passée. C'est une photo de l'an passé avec moi et Kavita et nos collègues. Donc, nous, on essaye au sein de l'équipe d'avoir au moins une représentativité de 50% des membres de l'équipe racisés et 50% qui peuvent être autres. Donc, ça, pour pouvoir y parvenir, on s'est rendu compte que c'était pas suffisant d'écrire dans l'offre d'emploi que les personnes discriminées ou que les femmes racisées, que les candidatures à compétences égales, on allait prendre les femmes racisées. C'est pas suffisant pour s'assurer d'avoir vraiment une représentativité dans l'équipe. Donc, on a décidé de faire 50% de nos entrevues qui étaient, vu que nous, c'est des femmes seulement, donc 50% femmes racisées, 50% femmes non racisées, pour s'assurer que on donne la chance aux personnes dans un entretien. Il y a beaucoup de choses qui se passent, il y a beaucoup de... Elles peuvent faire valoir leur expérience qui ne sont pas des expériences qui suivent un parcours traditionnel, par exemple, études en travail social, stage dans un organisme en cuisine collective et ensuite travail dans tel instant. Donc, ça peut prendre différentes formes. C'est quelque chose qui, des fois, ne se voit pas très bien dans un CV, mais passe très bien en entrevue.
Donc, ça donne la chance à plus de femmes de faire valoir leurs connaissances, compétences. On tient des statistiques sur les origines des femmes qui viennent au centre. Puis, on s'est rendu compte que quand il y a une personne de l'équipe, par exemple, on a eu une stagiaire d'origine haïtienne dans l'équipe, et on s'est rendu compte que ça a fait un gros impact sur le nombre de femmes haïtiennes qui venaient dans l'organisme. Donc, vraiment, ça peut sembler aller de soi, mais on l'a vu vraiment concrètement dans nos chiffres que oui, ça a un impact, la représentativité, et ça fait en sorte que les personnes se sentent plus accueillies. Donc, pas nécessairement qu'il faut que ça soit une femme exactement de leur origine, mais le fait qu'il y ait cette diversité-là est accueillante puis permet de mieux s'impliquer et intégrer une équipe. Donc, dans les pratiques d'embauche qu'on a, j'en ai un peu parlé, mais c'est la reconnaissance de l'expérience non rémunérée. Donc, que l'implication soit aussi un atout. C'est pas tout le monde qui a la chance d'avoir l'expérience, comme on a dit, soit l'expérience québécoise ou l'expérience dans un domaine. Je vais donner l'exemple, c'est plus visuel quand je donne un exemple, mais par exemple, une femme qui a vécu en temps de guerre dans un pays et qui a vécu dans un camp de réfugiés pendant quelques années, et qui s'est impliquée, par exemple, pour faire de la nourriture qu'elle partageait avec les gens qui étaient proches d'elle dans le camp de réfugiés. Cette compétence-là peut être super pertinente dans un groupe qui fait de la sécurité alimentaire, par exemple. C'est une expérience différente, mais qui peut enrichir ce groupe-là. Donc, vraiment, d'ouvrir la porte à la reconnaissance de ces expériences-là et de le mentionner dans l'offre d'emploi. Parce que si c'est pas mentionné, les gens n'ont pas tendance à valoriser ce genre d'expérience-là. Aussi, la même chose pour ce qui est de la formation. Oui, on peut indiquer notre formation, mais on écrit toujours nos expériences ou formations pertinentes pour pas que ça bloque les gens si elles n'ont pas pu faire le même genre d'études qui est demandé nécessairement pour un poste ici. De mentionner que les langues secondes, autres que l'anglais ou le français, sont un atout. Ça montre aussi une ouverture de l'organisme, puis ça peut faire en sorte que plus de femmes racisées vont appliquer. Ou si vous n'êtes pas un organisme femme, plus de personnes racisées vont appliquer. Il y a une place à l'apprentissage. Donc, on a tendance à vouloir déjà avoir des gens formés qui ont l'expérience dans le domaine, mais de se donner cette place-là à l'apprentissage, on peut se rendre compte que non seulement la personne peut cheminer, qu'on engage là-dedans, mais nous aussi, comme équipe, on chemine parce qu'on apprend des nouvelles choses à travers cette rencontre-là. C'est sûr que ça prend du temps, des fois, de formation, d'accueil, mais ça, pour de vrai, ça fait vraiment des belles expériences. Puis dans le sein de notre organisme, c'est vraiment comme ça que je sens qu'on a pu cheminer comme organisme, le fait d'accueillir des personnes qui avaient différentes expériences de vie. Une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est aussi avoir des conditions flexibles qui permettent la conciliation travail-famille, par exemple dans les horaires, dans les congés. C'est d'autant plus important pour les femmes issues de la diversité qui n'ont pas nécessairement leur réseau familial ou le réseau de soutien, surtout quand ça fait pas longtemps qu'elles sont au pays. Donc, d'avoir ça déjà annoncé dans l'offre d'emploi, ça peut être vraiment aidant. Maintenant, on a parlé de nos pratiques d'embauche, mais il ne faut pas oublier qu'une fois qu'on a embauché ces nouveaux visages, il faut aussi, ou même préalablement, idéalement, changer le milieu de travail pour que ce soit un milieu de travail accueillant, pour que ce soit une expérience positive de part et d'autre. Donc, il faut s'assurer que le soutien et les ressources soient au rendez-vous. Donc, il y a un travail déjà fait au sein de l'organisme sur peut-être les préjugés, sur est-ce qu'on est un milieu inclusif sans sexisme, racisme, est-ce qu'on va offrir à la personne un milieu qui est exempt de microagressions ou de commentaires qui peuvent être vraiment est-ce que je peux toucher à tes cheveux? Ça peut être un exemple de choses, quand c'est répété, ça peut être vraiment quelque chose de difficile à vivre au sein d'une équipe. Il y a le Coco, l'image que je vous ai mis à côté, qui a fait une vidéo vraiment intéressante sur le parcours des femmes racisées dans le milieu de travail. Puis, je ne vais pas vous expliquer tout le schéma, mais on va vous donner un lien dans nos références pour que vous puissiez le visionner. Donc, vraiment, en résumé, il faut déconstruire le racisme et le sexisme au sein des organisations avant d'engager une nouvelle personne et vraiment, une fois qu'elles sont là, il faut s'assurer que ce soit un milieu qui n'est pas toxique pour elles. Pour ce qui est de changer le milieu de travail, on va vous donner quelques pistes. Donc, le fait d'intégrer l'analyse sur le sexisme, le racisme et le colonialisme, de les intégrer dans les revendications de l'organisme. Donc, même si ce n'est pas notre mission principale de travailler sur les femmes racisées, on peut intégrer
cette analyse-là quand même. L'exemple parfait que je peux vous donner, c'est l'Association des locataires de Villeray, un organisme avec lequel on collabore souvent, qui offre des ateliers logement social et immigration, ou femmes, immigration et logement, ou enjeux de salubrité, logement et immigration. C'est vraiment un exemple sur comment, même si notre mission principale n'est pas nécessairement les femmes racisées, on peut quand même intégrer cette analyse-là et que ça soit pas seulement à la personne qui est engagée, racisée, à qui revient la tâche de faire cette intégration-là aussi, parce que ça peut devenir une double ou une triple tâche dans l'organisme. Je voulais donner un exemple d'ethnocentrisme aussi, comment c'est aussi un travail qu'on peut faire dans l'organisme. L'ethnocentrisme, c'est de prendre les valeurs de la société dominante puis de penser qu'elles reflètent des valeurs neutres et universelles. Donc, ce n'est pas le cas. L'exemple, c'est on avait un comité sur l'image du corps au Centre des femmes. Ça s'appelait Image du corps et obsession de la minceur. Ça semblait une bonne idée. C'était une bonne idée. Mais au fur et à mesure que les femmes, les participantes se rencontraient au sein du comité, elles ont partagé des expériences de vie qui étaient différentes que l'obsession de la minceur. Donc, les femmes disaient qu'elles, dans leur pays d'origine, il y avait eu une grande pression face au fait d'avoir des hanches développées, d'avoir vraiment un plus grand bassin parce que c'était vu comme étant beau, d'être plus ronde. Mais c'était une contrainte difficile à atteindre pour elles parce qu'elles travaillaient dans les champs puis que c'était pas nécessairement à la portée de toutes d'avoir ce genre de corps-là. Donc, on a pris un pas de recul, puis on est venu à appeler ça le comité image du corps, puis à faire vraiment du contrôle du corps des femmes, vraiment le point principal, et non pas juste l'obsession de la minceur, qui était quelque chose de très occidental ou qu'on voit un peu plus souvent en Occident. Donc, c'est vraiment un exemple qui nous permet, en fait, ce pas de recul-là, de peut-être aller plus à la racine de c'est quoi la problématique dans ce sujet-là. L'autre exemple, ce serait le droit à l'avortement. C'est un droit vraiment important, la lutte pour le droit à l'avortement. Mais maintenant, on peut parler aussi de justice reproductive parce qu'on peut intégrer à l'intérieur de cette revendication aussi, par exemple, les femmes autochtones à qui on stérilisait de force, par exemple. Donc, ça fait partie des enjeux de justice reproductive et on peut parler de justice reproductive pour parler de tout ça ensemble puis du fait du droit au libre choix des femmes de leur corps qui est aussi le droit de ne pas être stérilisées de force. Dans les pratiques de gestion, donc je change de rubrique un peu, ce qu'on a remarqué, c'est que plus il y avait une horizontalité, plus il y avait une gestion collective et aussi plus c'est facile pour les femmes racisées de prendre des postes plus élevés. Plus il y avait de hiérarchie et plus c'est difficile pour les femmes racisées, moins il y a de femmes dans les structures. Donc, c'est quelque chose qu'on a remarqué à la fois dans par exemple, les coopératives d'habitation, mais aussi au sein des organismes, que c'est plus facile de s'intégrer dans une pratique plus horizontale. Le regroupement des centres de femmes a d'ailleurs fait toute une formation avec Relais Femmes sur les gestions féministes d'organismes qui sont vraiment intéressantes. Je vous suggère d'aller fouiller un petit peu de ce côté-là si vous voulez avoir des ressources. Maintenant, plus au niveau des pratiques avec les participantes et les membres du CA. Donc, participation au centre, comme ma collègue a dit, trouver des thèmes qui vont vraiment aux racines des oppressions pour voir comment on peut rassembler les réalités entre femmes ou personnes. Aussi offrir la possibilité aux femmes de faire des co-animations. Donc, nous, on offre toujours cette possibilité, selon l'intérêt de la femme, de faire une co-animation avec une travailleuse pour justement offrir cette expérience de préparation et animation. Et parfois, c'est une première expérience de travail au Québec pour certaines femmes. Donc, le fait de faire des co-animation et aussi, bien sûr, on le fait, on essaie toujours de le faire dans nos organismes, mais d'utiliser des termes, donc de vulgariser nos ateliers, nos termes, les lettres qu'on envoie. C'est autant bon pour les personnes pour lesquelles français c'est la deuxième, troisième langue, mais aussi pour les personnes qui ont de la difficulté dans lecture ou comprendre des textes. Et aussi au centre, au niveau de l'implication du CA, à chaque AGA, on rappelle aux membres que le CA doit être représentatif des membres, donc que le CA soit aussi un espace interculturel.
Et même si c'est une instance plus officielle, de garder cet espace d'apprentissage dont ma collègue parlait plus haut. Donc, parfois, prendre le temps de expliquer certains termes, c'est quoi adopter une proposition. Donc, garder cet espace de discussion et d'apprentissage. Et comme on est une gestion collective au centre, on fait souvent une rotation dans les travailleuses qui vont au CA. Donc, c'est pas toujours une travailleuse qui va au CA. Donc, on y va, par exemple, ça va être moi et Sonia, puis ensuite, ça va être Sonia et une autre collègue. Donc, on va toujours à deux, mais en rotation pour justement garder cet espace le plus horizontal possible. Et aussi, nous, on est un groupe financé, qu'on a un financement stable, mais il y a plusieurs groupes et associations, comités de base qui regroupent des femmes qui vivent une certaine réalité, qui ne sont pas financées ou peu financées. Donc, nous, on offre des prêts de locaux à ces groupes-là. Donc, je peux penser aux femmes, aux associations des femmes iraniennes, que ça fait 25 ans qu'on prête nos locaux gratuitement. Donc, elle développe des projets. Puis ensuite, on essaie toujours de faire une collaboration. Donc, l'œuvre que vous voyez ici, c'est une œuvre que l'association a développée pour dénoncer les conditions des vies des femmes en Iran. Donc, nous, on les a invités de présenter leurs œuvres. Donc, c'est vraiment dans un esprit de collaboration égalitaire et non pas de charité ou de sauveuse. Donc, ça, c'est d'autres façons comment autres de nos pratiques. Désolée. Donc, on espère qu'on a quand même bien présenté nos pratiques. On est conscient que nous, on est à Montréal. Les réalités varient selon les régions. Donc, c'est un processus aussi de changer le milieu de travail. Et n'oubliez pas que le processus est autant important que la fin. Donc, Sonia, je ne sais pas si je vais te laisser dire le mot de la fin. Oui. Mais le mot de la fin étant que les seules luttes qu'on perd sont celles qu'on abandonne. Donc, c'est la même chose aussi dans l'inclusion, puis dans le fait de travailler sur nos pratiques. C'est vraiment de continuer, puis on apprend de nos erreurs aussi, puis on n'a pas toujours la bonne solution dès le début. Puis c'est un peu ça qui est arrivé dans notre organisme aussi. Je ne sais pas si on a le temps de montrer un petit peu les références Kavita. Je pense que ça vaudrait la peine. Pour les personnes qui voulaient prendre en note un peu des liens. Donc, quand on parlait des sites Internet, il y a aussi plusieurs documents sur lesquels on s'est basé pour préparer la présentation. Je crois que les PowerPoint vont être envoyés, donc vous allez pouvoir l'avoir entre les mains aussi. Merci beaucoup. Merci beaucoup de vos présentations, c'est très intéressant. Je rappelle aux gens qui sont dans l'auditoire qu'à tout moment, pendant la présentation, vous pouvez mettre des questions dans l'espace de clavardage et une fois que notre prochaine présentatrice sera terminée, bien, on va prendre un instant pour y répondre et échanger à ce sujet-là. Alors, j'invite maintenant notre troisième panéliste, Gisèle. Le micro est à toi. Donc oui, bonjour tout le monde. Moi, je m'appelle Gisèle Kouenjan, je travaille dans le communautaire, évidemment. J'ai beaucoup travaillé dans le milieu jeunesse depuis plusieurs années. Je vais taire le nombre d'années. Donc voilà, je suis également une étudiante à Concordia en développement économique communautaire et je vais faire une présentation un peu plus personnelle. Puis il y a des points que je vais pas nécessairement renommer parce que je pense que Sonia qui a été fait un travail extraordinaire, donc je vais pas faire de redondance pour rien. Mais je voulais surtout vous partager des expériences que j'ai eues et qui m'ont amené à certaines réflexions. D'abord, il y a quelques années, je passais un entretien d'embauche pour un poste intéressant, somme toute. Et la personne qui s'avère être mon potentiel superviseur me dit quasiment à la fin de l'entretien, écoute, je disais, j'ai une question pour toi parce qu'en fait, j'ai une situation un peu complexe, mais j'aimerais avoir ton avis. Je connais un peu ton parcours, ça me semble intéressant que tu donnes ton avis. Par contre, ne t'inquiète pas, la réponse que tu vas donner n'aura aucun impact sur l'issue de l'entretien. Parfait. Et en fait, il m'explique que
Et l'un de ces programmes qui est livré donc moi également je suis à Montréal et puis en fait le programme dont il parle est livré principalement dans Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles, un petit peu à Montréal-Nord. Et il me dit, bah, écoute, j'ai reçu des CV très intéressants, des candidatures très intéressantes. Par contre, effectivement, avec un de mes collègues, on s'est un peu chamaillé parce que je lui disais qu'à compétences égales, je savais pas qui choisir et lui me disait clairement, mais étant donné le profil des participantes et des participants que tu vises, ben, compétence égale, prends la personne enfin, envers laquelle les gens vont se reconnaître, il y a peut-être un lien plus facile à créer. Et la personne me dit, ben moi, je voyais pas ça comme ça, toi, qu'est-ce que tu en penses? Je vous cache pas que pour moi, la réponse, elle était somme toute assez claire pour moi dans mon vécu. Je trouvais ça intéressant quand même qu'on se pose la question. Parce que pour moi, la réponse était claire, c'était oui, à compétence égale, j'aurais absolument pas de mal et même au contraire, tu favoriserais une personne qui va ressembler à mes participantes, à mes participants, parce que je l'ai vécu, parce que leur vécu va être différent, celui des participantes et des participants, mais également celui de la personne qui va être employée. Et pour moi, c'était quand même intéressant ça, puis ça m'a fait me réaliser aussi que, OK, on se pose ces questions-là, la réponse peut être très différente pour les gens, mais on se pose au moins la question, puis c'est intéressant. Comme Sonia et Théophile l'ont mentionné, c'est ça, ce qui est important, c'est toujours de se questionner sur les profils de nos équipes, qu'elles soient rémunérées ou non, parce qu'évidemment, même dans nos équipes bénévoles, c'est important aussi. Avec les bénévoles, c'est plus difficile parfois de faire cette réflexion-là parce que quand on a un bénévole ou une bénévole qui se présente, on est super content et on veut que cette personne-là reste avec nous, c'est certain, mais la réflexion est quand même importante de se dire, ben, mon équipe, à quoi elle ressemble, quel est pas nécessairement uniquement physiquement, mais quel est aussi c'est son parcours, est-ce qu'on est dans quelque chose de très homogène ou pas du tout, et est-ce que ça fonctionne avec le message et la mission que mon programme ou mon organisme ça, c'était donc une première réflexion que j'avais. Également dans ma vie professionnelle et dans mes études, j'ai parfois remarqué qu'on confond inclusion et participation. Parfois, on va avoir cette idée quand on s'est posé certaines questions, mais qu'on est plus dans les balbutiements de nos réflexions, on va avoir cette idée ah bon, bah, effectivement, peut-être qu'on n'a pas pensé à inviter, peut-être qu'on a un bassin en ce moment qui est très, très, très monochrome dans nos équipes, peut-être qu'on pourrait faire quelque chose de différent et inviter d'autres personnes avec X ou Y profil. Très bien. Mais une fois que ça, c'est fait, qu'est-ce qui se passe? Et je fais une distinction importante entre l'inclusion qui est parfois plus une vitrine où on se dit, ben oui, la personne était là, mais elle n'a rien dit, elle a participé, elle ne s'est pas défendue, qu'est-ce qui s'est passé? Et la participation qui est plus une réflexion de, est-ce que nous, en ce moment, on a mis en place les processus qu'il fallait pour que cette personne-là se sente à l'aise de s'exprimer, de prendre la place qui lui revient et qu'elle mérite? Et est-ce qu'on a eu cette réflexion aussi du tour de la table? Et la réflexion du tour de la table, en fait, moi, je l'explique, enfin, pour moi, c'est vraiment l'idée en ce moment, qui est autour de la table, depuis combien de temps? Parce que parfois, il y a des gens qui sont extrêmement pertinents qui sont là, mais qui sont là depuis 10, 15, 20, 25, 30 ans. Est-ce qu'ils étaient pertinents il y a 20 ans, mais est-ce qu'ils sont toujours aussi pertinents aujourd'hui? Pas parce que, et c'est pas une question d'agisme, c'est une question est-ce qu'ils ont réussi à rester au fait de ce qui se passe? Et je pense qu'on peut être désuet à 20 ans comme on peut être désuet à 99 ans dans nos réflexions, en fait. Donc, depuis combien de temps les personnes sont là? Et surtout, en fait, qui n'est pas là et qui devrait être là? Quel profil serait intéressant? Quelle discussion est-ce qu'on voudrait avoir? Est-ce que là, on se retrouve à être parfois un peu dans une impasse où on se dit, ah ben, on aurait aimé ça aller plus loin, mais c'est qu'autour de la table, en ce moment, on n'a pas les outils, on n'a pas nécessairement les ressources qu'il nous faut. Où est-ce qu'on va aller les chercher? Et encore une fois, c'est une question que je pense que c'est Kavita qui me disait à la fin, c'est une question de processus, c'est une question de réflexion. Ce ne sont pas des choses, ou en tout cas pas dans mon expérience, qui se font du jour au lendemain, mais ce sont des réflexions qui sont intéressantes à avoir. Et une autre observation également que j'ai faite, c'est qu'il y a beaucoup de points communs entre la question qu'on aborde aujourd'hui des réalités des femmes racisées dans le milieu du communautaire et celle du milieu jeunesse. Moi, j'ai beaucoup travaillé en jeunesse et j'étais administratrice, entre autres, du Forum jeunesse de l'île de Montréal.
Et au forum, depuis des années, ce qu'on fait, ce qu'on dit, ce qu'on inscrit partout, j'aurais pu me faire tatouer sur le front, c'était on fait du par et pour. Mais ça, pour nous, c'était important de se dire, mais évidemment, oui, autour de la table, on va avoir des jeunes qui vont être à l'image de Montréal, parce que c'est à Montréal qu'on travaille. Donc, ça voulait dire en termes quels étaient les secteurs, entre guillemets. Donc, on va avoir X nombre de jeunes qui vont être dans le milieu de l'environnement, du communautaire et du socio-économique, mais aussi on s'attend à la représentation, la représentation physique et culturelle, entre guillemets. Et ça, en fait, cette réflexion du par et pour, elle est aussi applicable à la question qu'on se pose aujourd'hui, parce que parfois, en fait, de prendre des décisions, de se dire, hey, moi, j'ai une bonne idée, je vais faire ça, sans nécessairement consulter les personnes qui elles-mêmes sont directement impliquées par ça. Ça fait que parfois, on prend un pas de côté où l'intention est bonne, mais peut-être que, sur ce coup-là, on s'est un peu goûté. Puis, d'impliquer les gens dans le processus, ça permet bien souvent de gagner du temps, mais aussi d'être efficace dans ce qu'on veut. Puis il n'y a pas de honte ou de problème à se dire, ce coup-là, ça, je le sais pas. Je le sais pas. Et c'est pas grave du tout. Mais je trouve que c'est une réflexion intéressante du par et pour. Et je pense que ce matin, dans l'atelier du matin, j'ai entendu aussi ça, le parcours et avec, que je trouvais très intéressant aussi. Donc, je me dis que peut-être que je suis pas totalement dans le champ, mais si c'est le cas, vous me le direz dans les commentaires. Donc ça, c'est une autre réflexion. J'aurais aussi fait écho à ce que Sonia disait plus tôt au sujet du travail non rémunéré. Elle a abordé ça tout à l'heure. Et en fait, je trouvais ça intéressant, puis je l'ai mentionné aussi hier. C'est une question, une des nombreuses questions en fait qui habitent les mouvements féministes depuis très, très, très longtemps. Notre société, elle fonctionne grandement grâce au travail non rémunéré et bien souvent non reconnu des femmes. Très souvent, c'est du travail domestique, mais pas seulement. Alors qu'en fait, elles ont plusieurs compétences acquises de manière non rémunérée qui sont transférables. De prendre ça en considération, de reconnaître ce travail-là, de reconnaître ces années de travail comme quelque chose qui peut être transféré dans la matrice de ce que nous, on recherche. Ça peut vraiment venir enrichir notre travail, puis aussi leur donner l'occasion de se valoriser dans un milieu différent de celui où elles ont évolué. Puis je pense qu'en tant qu'être humain, on est content quand on est valorisé dans quelque chose qu'on n'avait pas nécessairement vu comme étant une force chez nous. Et finalement, plus dans finalement presque dans une question de mécanisme aussi, ça c'est quelque chose que j'ai parfois vu et parfois pas vu et qui, je pense, mérite une certaine attention. C'est l'importance d'avoir des mécanismes d'intégration, mais aussi de protection des femmes racisées sur leur milieu de travail ou d'implication. Tous les organismes n'ont pas nécessairement les moyens d'avoir une grosse équipe de ressources humaines et c'est bien correct, mais prendre le temps de consulter parfois des spécialistes ou d'autres organismes aussi, parce qu'il y a beaucoup d'organismes qui ont fait un travail similaire. Donc, de voir le processus, ça peut être aussi une bonne source d'information. Donc, consulter ces personnes-là afin de mettre en place justement des processus pour ces femmes-là, c'est un processus qui peut vraiment aider à améliorer l'expérience de tout le monde. Alors, quand je dis des mécanismes, parfois, ça peut être des politiques ou même des formulaires pour rapporter des incidents en toute confiance, par exemple. Parce que souvent, ce qui va être difficile quand on vit un épisode malheureux de racisme, par exemple, ça va être de dire, mais comment est-ce que je fais pour en parler, à qui j'en parle, et l'importance donc de laisser des traces écrites de ce qu'on fait. C'est aussi quelque chose qui parfois va vraiment être aidant dans de nombreuses situations. Et finalement, en fait, améliorer l'expérience des femmes racisées dans le milieu de travail, c'est souvent une occasion de se poser des questions difficiles, de se remettre en question et créer des malaises qui idéalement vont aider à désamorcer des situations, mais aussi beaucoup à prévenir des situations. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important, qu'on ne soit pas forcément toujours en réaction, mais qu'on arrive à prévoir des choses. On ne pourra jamais tout prévoir, c'est impossible, mais on peut faire de notre mieux, ça c'est important. Mais surtout, en fait, c'est un travail qui n'est pas une fin en soi, c'est un processus, c'est long, c'est constant, il faut tout le temps se questionner. Ça veut pas dire qu'on se lève tous les matins en se disant qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui pour les femmes racistes dans ma vie. Non, mais il y a souvent des occasions de se dire bon, mais là maintenant, est-ce qu'on fait une mise à jour qui parfois va être valable oui, pour un groupe X qui est des femmes racisées, mais bien souvent ces réflexions-là vont nous mener à d'autres réflexions
pour justement une plus grande cohérence et une meilleure expérience pour de nombreuses personnes. Mais bon, je ne rentrerai pas dans un débat sur l'intersectionnalité aujourd'hui. Mais voilà, je vais plus partager un peu certaines de mes réflexions, certaines de mes observations. Et puis, je vais laisser la parole à Élise de nouveau. Merci beaucoup, Gisèle, pour le partage d'expérience et les pistes de réflexion sur l'inclusion et la participation au parcours avec. Très intéressant, merci. Alors, on serait rendu au moment où est-ce qu'on fait l'échange entre les trois panélistes, l'auditoire. Je vois qu'il y a des questions qui se sont générées, je suis très contente, mais je vais quand même me permettre de lancer le bal pour alimenter nos conversations. Alors, la première question que je vous pose, qui est une question, enfin, j'ai hâte de voir vos réponses. Selon vous, qu'est-ce qui expliquerait le fait que les personnes ou les femmes racisées peuvent se sentir exclues, vivre du racisme dans le cadre de leur implication ou dans le cadre de leur travail dans le milieu communautaire? Donc, c'est quoi les causes? Une petite question simple pour commencer. Je vous laisse le micro. Je peux donner une partie de la réponse, mais je suis sûre que Sonia et Gaëlita auront bien des choses à dire. On l'a évoqué rapidement tout à l'heure, mais la question de reconnaître les expériences, qu'elles soient rémunérées ou non, je pense que c'est une question qui est très importante. Parfois, on n'a pas nécessairement le même langage pour appeler certaines choses. Parfois, on va avoir des expériences dans d'autres pays, dans d'autres régions du monde. Parfois, des expériences qui sont juste pas rémunérées, mais dans nos organismes, dans notre travail, on voit que d'avoir des bénévoles, ça aide vraiment beaucoup. Puis, il y a une grosse partie du travail dans le communautaire qui est fait par des bénévoles. Ça, je pense que ça peut être un frein, mais évidemment aussi c'est dans notre langage de mentionner les choses, de dire clairement les choses. En fait, il y a pas de neutralité. Quand on part du principe que ce que je fais, c'est neutre, ça concerne tout le monde, on passe forcément à côté de quelque chose. Donc, je pense qu'il y a aussi une façon, quand on fait notre affichage, de se dire, à qui est-ce que je m'adresse? Comment est-ce que ces personnes-là comprennent mon message? Comment est-ce que je fais pour être sûre que mon message soit clair et que ces personnes-là n'hésitent pas à postuler? Je pense que ça peut être vraiment aidant. Puis également, les rares fois où j'ai fait du recrutement, je suis vraiment pas une spécialiste du recrutement du tout, mais une chose que j'apprécie faire, c'est parfois d'appeler les gens. Il y a des choses qui ne transparaissent pas sur un curriculum vitae ou pas de manière hyper claire. Il y a quelque chose qui nous intrigue, mais c'est pas, je suis pas sûre de comprendre. Avant de convoquer quelqu'un pour un entretien, moi, je me permets d'appeler la personne, ça, 5, 10, 15 minutes. Excusez-moi, est-ce que vous avez 5 minutes devant vous? Vous avez appliqué à tel poste, je trouve votre profil intéressant, mais j'aimerais juste éclaircir tel point. Je trouve que parfois, il y a des personnes qui vont beaucoup mieux s'exprimer à l'oral qu'à l'écrit. Ça peut être un frein, ou aussi d'arriver à écrire un CV de manière qui corresponde à nos critères à nous ici. Parfois, ça peut être aussi une embûche. Donc, juste un petit coup de fil, parfois, ça peut éclaircir des situations pour le meilleur et pour le pire. Mais je pense que ça peut être un des mini-éléments de réponse. Merci. Est-ce que vous voulez intervenir, Kavita, Sonia? Je pense, on en avait parlé dans la présentation un petit peu, trouver des thématiques qui rassemblent aussi au niveau de la participation. Donc, un exemple que je peux donner, c'est un groupe de quartier qui avait organisé un atelier en invitant des intervenantes de la DPJ. Puis ensuite, il n'y avait pas de personnes, il n'y avait aucune femme immigrante racisée qui sont allées à cette rencontre-là. Puis après, ensemble, en réfléchissant, on s'est rendu compte, mais avec le groupe, on se demandait, mais pourquoi elle ne se présentait pas? C'était quoi les freins, les obstacles qu'il y avait? Donc là, finalement, comme toute l'historique que la DPJ a aussi envers les personnes racisées, le rapport de pouvoir et tout ça. Donc, trouver des façons de faire autrement. Donc, comment on peut parler des droits de l'enfant autrement qu'avec la présence de la DPJ pour gagner la confiance des personnes et aussi transmettre le message. Donc, les thématiques aussi qui sont rassembleurs, mais aussi qui prennent en considération l'historique d'oppression et les discriminations systémiques qui peuvent exister. Et aussi la représentativité, comme Sonia l'avait mentionné dans sa présentation, souvent on se rallie davantage avec les personnes qui ont
qui ont souvent comme femmes, comme centre de femmes, souvent on essaie de solidariser dans le vécu en tant que femme, mais la même chose en tant que femme monoparentale, en tant que femme qui a eu un parcours migratoire, donc la représentativité, que ce soit dans l'équipe ou dans les participantes, souvent ça aide aussi à inclure davantage les femmes racisées et d'accueillir leur vécu et expérience aussi. Merci. Si je peux me permettre, pour répondre à ta question, la question c'était comment s'assurer finalement qu'il y ait moins de racisme ou bien c'est quoi les causes du racisme? Je pense que souvent, les groupes ne sont pas préparés à faire face aussi quand il arrive une occasion où il y a des commentaires racistes dans une activité, on réagit à ce moment-là. Donc, je sais que plusieurs groupes ont fait ça, mais d'avoir un code de vie dans l'organisme, de travailler sur un code de vie collectivement avec les participantes et participants, de se poser des questions ensemble, puis de dire, mais voici comment on veut procéder. Puis à ce moment-là, on peut aussi parler de racisme, on peut parler de comment que chaque personne est un peu experte de son vécu, puis d'avoir un respect quand une personne dit qu'elle vit du racisme, c'est pas à une autre personne de dire non, non, ça, c'est pas du racisme. Donc, c'est des exemples comme ça, on prépare le terrain en travaillant en amont. Comment rendre un espace plus sécuritaire, c'est aussi de faire ce travail préalable-là avec les participantes. C'est aussi de mentionner, si disons on met une affiche, on veut être sûr que les personnes vont venir, on peut dire bienvenue aux femmes de toute origine ou bienvenue aux personnes. Ça a l'air étrange de le mentionner, mais c'est vraiment important. Nous, par contre, par exemple, on accepte toutes les personnes, peu importe le statut. Il n'y a pas même pour suivre des cours ou quoi que ce soit, on ne demande pas les papiers, mais on mentionne dans nos publicités bienvenue aux femmes, peu importe le statut. Donc, le fait de le mentionner, certaines femmes peuvent sentir que c'est un endroit sécuritaire où les intervenantes ne vont pas leur poser des questions. Ah, mais est-ce que tu es immigrante reçue? Ou elles ne se font pas questionner, elles ne se font pas dénoncer si à un moment donné elles dévoilent que non, elles n'ont pas leur papier. Donc, c'est vraiment de faire le travail en amont d'avance. Et si on parle d'un sujet qui concerne plus spécifiquement les femmes racisées, c'est aussi de prévoir un temps de parole aux personnes concernées dans la salle, parce que souvent, ce qui peut arriver, puis ça nous est déjà arrivé malheureusement, c'est que les personnes qui vont prendre la parole, c'est des personnes qui ne sont pas nécessairement les premières concernées par le thème, et des fois, c'est pour remettre en question le vécu de racisme. Donc, quand on parle de racisme, de dire non, finalement, c'est pas vrai ou quoi que ce soit. Donc, le fait de commencer par cette prise de parole-là, ça permet aussi de s'assurer au moins que les personnes premières concernées ont de passer le micro aux personnes premières concernées. Merci. Merci. Toutes vos réponses étaient très intéressantes. En tout cas, ça me donne le goût de gentil, mais Mégane, on a des questions de la part du public. Oui, absolument. D'abord, j'ai Kim Dubé de Jeunesse Idem qui pose la question « Comment être représentative au CA sans faire de tokenism? » J'adore la gouvernance. Donc, je vais me lancer. Je trouve que c'est une question qui est hyper intéressante et qui est vraiment, qui est pas non plus facile à aborder. Pour éviter ça, en fait, je trouve que parfois, dans ce qui se passe dans un conseil d'administration, c'est qu'au moment de faire du recrutement, il y a des conseils d'administration qui vont tout simplement faire une matrice de compétences. Qu'est-ce qu'on a comme compétences en ce moment autour de la table? Quelles compétences est-ce qu'on recherche pour compléter notre table? Ça, c'est important. On peut le faire aussi pour les profils. C'est sûr que si autour d'un conseil d'administration, on a les mêmes compétences de 12 administrateurs ou administratrices qui viennent de la même école, qui ont tous le même parcours. C'est quelque part, on passe à côté de quelque chose. Donc, de se dire réellement, on va faire ce travail-là pour nos compétences, mais aussi pour les profils qu'on recherche. C'est peut-être un travail qui est intéressant. Après, il y a un travail de recrutement aussi. Comment est-ce qu'elle se fait qu'on se retrouve avec le même profil à chaque fois d'administrateurs et d'administratrices? Où est-ce qu'on va chercher nos administrateurs et administratrices? Comment est-ce qu'on fait notre promotion quand on cherche des nouveaux admins? Ça, c'est aussi une question à se poser. De regarder aussi quels sont les organismes qui pourraient publiciser, mettre de l'avant notre offre, notre avis de recherche, entre guillemets. C'est pas l'ambiance, mais bref. Ça, et aussi de se dire simplement,
moi, comment est-ce que je fais? Les admins ont un rôle, ils ont des responsabilités, les employés également. C'est d'en parler aussi entre équipes et pas uniquement au niveau du CA. Ça peut permettre vraiment d'avoir une espèce de pluralité des voix. Et après, il y a un travail évidemment d'intégration. Parce que quand on intègre, on tente d'intégrer nos bénévoles sur le terrain, entre guillemets, et aussi nos employés, le travail d'intégration des administrateurs et administratrices, il doit aussi être fait. Donc, c'est sûr que les gens qui vont parfois être dans leur première expérience d'admin, qui veulent s'impliquer, est-ce qu'ils ont un profil qui est intéressant et qui est valable? Oui. Est-ce qu'ils ont déjà adopté à l'unanimité 12 résolutions dans leur vie? Peut-être que non. Est-ce que c'est si grave que ça? Pas nécessairement. C'est important de se dire ça aussi, puis de dire, ben, moi, maintenant, comme admin, comment est-ce que je fais pour intégrer mes autres admins? Est-ce que j'ai des heures de formation qui leur sont dédiées? Est-ce que la première fois qu'ils vont arriver, ça va être dans un CA tout de suite où il va y avoir tout un historique qu'ils n'ont pas nécessairement? Ou est-ce qu'avant de les intégrer, avant qu'ils assistent à une première réunion de CA, on prend une heure, 2 heures, on leur parle un peu de l'organisme et aussi de voilà comment ça se passe chez nous, voilà comment on fait, voilà, voici nos règlements généraux, d'avoir ces informations-là. Parfois, elles sont disponibles dès que les personnes appliquent, mais parfois, c'est seulement une fois qu'elles sont déjà sur le CA qu'elles ont été élues. Mais c'est important aussi que les gens sachent dans quoi ils s'embarquent pour pouvoir se préparer réellement. Et c'est là qu'on fait la différence entre effectivement, comme vous dites, Kim Dubé, entre le tokenisme et la vraie participation, entre l'inclusion et la vraie participation, parce qu'on arrive à se dire, OK, cette personne-là, on sait qu'on a fait les efforts pour qu'elle puisse elle-même se sentir apte à faire son travail. C'est-à-dire que la prochaine fois qu'elle a une question, elle n'aura pas peur qu'on lui dise, bah là, c'est bizarre, pourquoi tu fais ça? Comme ça, t'as pas suivi. Elle sentira réellement que, OK, là, j'ai ma place, je suis respectée, puis je peux prendre la place qui m'est due. Je pense que c'est un des éléments. Parfois, on va un peu mettre de côté la formation des administrateurs et administratrices hyper actives. Non, mais c'est bon, on va voter les résolutions. Mais non, tu sais, pour qu'un organisme fonctionne bien, tout le monde a des responsabilités, puis ça en fait aussi partie. Merci. Merci beaucoup. Est-ce que d'autres personnes voudraient intervenir? Juste un petit mot que je voudrais rajouter parce que Gisèle a vraiment fait un beau tour d'horizon sur le sujet, mais vraiment de ne pas oublier que l'intersectionnalité ne s'articule pas en termes seulement d'identité ou de représentativité de personnes, mais aussi en termes de relations de pouvoir. Donc, en tenir compte aussi, le tokenisme, c'est pas seulement avoir un visage de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, mais c'est aussi de travailler sur les rapports de pouvoir dans l'organisme, sur notre analyse sur les rapports de pouvoir aussi. Merci beaucoup. Mégane, est-ce qu'on a d'autres questions? Oui, il y a Lise Saint-Jean qui commente « Le piège, c'est comment le comité de sélection parvient à évaluer l'égalité des compétences entre candidates. Avez-vous des éléments pour guider sur ce point précis? » Alors, est-ce que quelqu'un veut intervenir pour répondre à ce commentaire-question? Peut-être je pourrais commencer, mais je vais laisser ma collègue compléter. Donc, nous, lors de l'entrevue, comme ma collègue a dit, dépendamment de est-ce que c'est 50% au niveau de l'équipe, si c'est 50% des candidates qu'on rencontre en entrevue sont des femmes racisées. Si ça ne l'est pas, dans ce cas-là, on augmente à 75% des candidates rencontrées en entrevue. Et souvent, l'entrevue, on a différentes étapes de l'entrevue. Donc, on fait des mises en situation, des situations qu'on a au centre. Donc, ça, à l'entrevue. Et aussi, à l'entrevue, on fait des mises en situation. Aussi, on demande, comme on est dans notre centre, il y a souvent, on est 4 travailleuses organisatrices communautaires. Donc, souvent, on leur demande de sur quelle thématique pouvez-vous faire une animation, et on leur demande un plan d'animation. Donc, souvent, ça nous met en contexte avec
l'habilité d'animer, mais aussi d'intervenir au niveau d'intervention. Sonia, je ne sais pas si j'ai manqué. Tu as vraiment noté les points que je voulais parler. Donc, tout ce qui est aussi que l'analyse globale est importante, que le savoir-être, le savoir-faire. Souvent, dans le savoir-faire, c'est des choses qu'on peut apprendre aussi, qu'on a dû laisser la place au processus. Donc, il y a des choses que si c'est pas parfait comme plan d'animation, mais à travers ce que la personne dit, on sent que cette analyse-là est là, qu'on va s'entendre sur les façons de faire, de laisser la place à une diversité aussi. Mais comment s'assurer de l'égalité des compétences? C'est pas quelque chose de quantifiable, les compétences. C'est quelque chose aussi qu'on va voir qui on veut intégrer selon qu'est-ce qu'elle a amené à l'organisme, qu'est-ce qu'on peut amener à la personne. Donc, c'est essai-erreur. Je pourrais dire, on ne peut pas s'en assurer jamais à 100%, mais on peut faire les efforts pour que ça ne suive pas le parcours traditionnel, pour pas qu'il y ait des discriminations non voulues qui s'insèrent dans le processus de sélection, malgré nous, à travers ce qu'on demande comme prérequis. Donc, sinon, on a fait, nous, plein de grilles avec des notes pour telle chose, puis on se rend compte toujours que c'est pas là-dessus qu'on se base le plus. Souvent, c'est beaucoup ce qui passe en entrevue, ce que la personne dit, est-ce que cette personne-là, elle a l'air d'avoir l'ouverture de vouloir apprendre avec nous, puis est-ce qu'elle pourrait nous amener quelque chose ici comme organisme. Merci. Est-ce que Gisèle, non? Moi, j'aurais une autre question. J'ai une question qui m'interpelle personnellement. Comme j'ai une personne racisée, puis j'ai vécu beaucoup d'isolement et de racisme dans le milieu communautaire, et je me demande quelle stratégie individuelle et collective vous avez pu mettre en place pour faire face à ces expériences-là? Je peux me lancer de manière vraiment individuelle. Ça m'est arrivé d'avoir des expériences avec une personne en particulier à plusieurs reprises et j'avoue que j'étais très 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 contente d'avoir une équipe et surtout des superviseurs qui étaient vraiment qui ont jamais remis en question ce que je leur disais. Donc moi je me suis permis d'aller voir ma superviseure et lui dire il s'est passé telle chose tel jour, voilà ce qui a été dit verbatim. Je suis pas du tout à l'aise avec ça. Par contre, je ne veux pas entrer en conflit avec cette personne-là. Je te demanderai de faire le travail nécessaire, mais je suis aussi tout à fait consciente, et ça s'est très bien passé, le travail a été fait, mon expérience de travail après ça a été vraiment améliorée, mais je suis consciente que j'ai pu faire ce travail-là parce que je savais que l'équipe au sein de laquelle j'évoluais était vraiment avait pas de problème à prendre mon parti, allait pas remettre en question ma parole, allait pas non plus créer des situations de une telle a dit, l'autre a dit, mettre l'une face à l'autre dans un bureau. Je savais que les choses qui allaient être mises en place allaient vraiment être pour le mieux et encore une fois de jamais remettre en question ma parole et ça c'est quelque chose qui est hyper important. Je pense que parfois il y a des situations où si on ne se sent pas à l'aise, si on n'est pas certaine d'avoir le soutien nécessaire, il y a beaucoup de choses qui sont pas dites, qui sont tues, et ça c'est vraiment dommage parce que quand on ne dit pas les choses, malheureusement, elles peuvent se répéter. D'un point de vue vraiment personnel, c'est ça. Il y a quelques années aussi, on a reçu de la part de notre bureau des ressources humaines des nouvelles indications par rapport à la politique et de tolérance de notre employeur. Et il y avait joint à cette politique un formulaire en fait qui nous permettait de simplement de décrire une situation, un incident et de le remettre soit directement à notre superviseur, soit à une autre personne qui on jugeait une personne de confiance, par exemple aux ressources humaines, dans un département connexe, parce qu'on jugeait que c'était la meilleure personne pour gérer la situation. Et ça c'est bête, mais ça a permis, je pense, pour beaucoup de personnes de se dire « Ah, ouais, ok, mon organisme prend les choses en main. Est-ce que c'est parce qu'il s'est passé quelque chose et là ils sont en réaction ou est-ce qu'ils sont en prévention? Nous ça on l'a jamais su, mais c'est le fait de savoir qu'il y avait quelque chose
d'institutionnaliser aussi. Pour certaines personnes, ça peut aussi être rassurant. Et quelque part, même si c'est jamais parfait, on peut pas être parfait. On gère des êtres humains, donc il n'y a pas de perfection. Mais malgré ça, montrer qu'il y a une réflexion et que oui, on a pensé à quelque chose. Ça permet aussi de se dire, ben, finalement, même si le processus ne me plaît pas, ben, je pourrais le dire parce qu'il y a une réflexion autour du processus. Donc, ce serait un peu les deux choses que j'ajouterais à ma mini-réponse. Merci, c'est une réponse très intéressante, très inspirante. Est-ce que Sonia et Kavita, vous avez quelque chose à partager avec nous à ce sujet? L'importance d'avoir un guide des pratiques, donc d'avoir les pratiques par écrit quand une personne intègre une équipe. On a beaucoup de traditions orales dans les groupes communautaires, puis récemment, nous, on a commencé à mettre sur papier toutes ces traditions orales, surtout parce qu'on a une travailleuse qui était là depuis la fondation du centre qui s'en allait à la pré-retraite. Donc, on s'est dit, oh, on va perdre une grande partie de ça. Puis, c'est vraiment pratique quand une personne intègre l'équipe aussi de savoir un peu c'est quoi le processus, si quelque chose ne va pas, où je peux m'adresser, c'est quoi, comment, est-ce que c'est moi qui comprend pas les choses ou est-ce que vraiment les choses ne se passent pas comme elles devraient se passer? Donc, d'avoir quelque chose, où je peux aller pour porter plainte, à qui je peux poser la question. Quand c'est par écrit, c'est qu'on a l'information avant qu'un incident se passe. Ça peut être très pratique, puis aussi éviter que la personne finisse par juste démissionner parce qu'elle veut pas, elle sait pas à qui s'adresser, puis elle a peur de s'adresser à une mauvaise instance. Donc, il y avait cet aspect-là. Dans notre organisme, je trouve vraiment qu'au sein de l'équipe, on a réussi à créer un climat d'espace de bravoure où entre nous, on se soutient par rapport à nos réalités spécifiques. Entre nous, on s'entraide. Puis quand il y a une problématique donc au sein qui se produit dans l'organisme, ça devient souvent, par exemple, s'il y a une participante qui a des commentaires racistes envers une des intervenantes, je vais donner ça comme par exemple, il y a vraiment, on est une cellule qui se soutient, donc d'avoir cette solidarité-là aussi entre nous et entre le CA et l'équipe pour pouvoir faire face à ces situations-là. Moi, je vais beaucoup chercher cette force-là dans la non-mixité. J'ai souvent cherché ça quand je m'impliquais à travers ma vie militante, donc beaucoup dans les espaces de non-mix qui me permettaient d'avoir la force, l'énergie de faire face à des fois des choses difficiles qui se passaient, puis des discriminations face à mes origines arabes. J'allais les chercher vraiment à ces endroits-là. Donc, de créer des espaces qui permettent ça, c'est vraiment précieux. Merci beaucoup. Kavita? C'est bon, parfait. Est-ce qu'on a des questions de la part du public? Oui, il y a une question de Francine Rivet. Est-ce que vous avez des guides expériences pour faciliter l'inclusion d'autres profils? Elle mentionne en exemple les personnes en situation de handicap ou les personnes autochtones, par exemple. Alors, qui veut se lancer pour répondre? Alors, des guides comme ça, là, comme ça, vite, il n'y a rien qui me vient. Et en fait, parce que moi, mon réflexe, souvent, c'est de consulter. Je demande beaucoup, je suis le genre de personne qui pose beaucoup de questions, un peu tannante, mais j'aime savoir ce que les autres font. Et je pense que, ouais, parfois, entre organismes communautaires, ça vaut la peine de se dire, bon, ben voilà, je connais tel organisme, ou je connais pas tel organisme, mais je sais qu'il travaille dans avec tel type de personnes ou pour tel type de programme. Je vais leur demander simplement ce qu'ils font. Moi, mon réflexe, c'est beaucoup là. Donc, est-ce que je pourrais donner comme ça là, quelque chose de vraiment spécifique ou de clé en main? Pas nécessairement, mais ça vaut la peine de regarder ce que certains de nos collègues font, qui font bien souvent un travail extraordinaire, et ça peut nous éviter de réinventer la roue aussi, parce que ça prend beaucoup de temps de réinventer la roue, alors que parfois, elle est déjà fabuleuse et qu'elle roule hyper bien. Aussi, dans le PowerPoint, on a mis dans les références aussi des groupes qui peuvent accompagner. Ou sinon, il y a dans les groupes, il y a le COCO, le Centre pour organismes communautaires, qui ont plusieurs documents là-dessus. Et il y a Relais Femmes aussi, qui a développé des documents là-dessus. Donc, on l'a mis dans le PowerPoint sur le diapo référence qu'on va vous envoyer. Merci. Est-ce que, Sonia, tu voulais rajouter quelque chose?
Est-ce qu'on a d'autres questions du public? Non, d'accord. Alors, moi, je vais vous poser une question. Donc, alors, je prends le temps de la lire comme il faut. Qu'est-ce que vous croyez, quel est l'impact que peut avoir le travail d'inclusion et de remise en question des pratiques que font et que doivent faire les organismes d'action communautaire autonome pour la transformation de la société dans son ensemble? Donc, les organismes d'accord font un travail d'inclusion, de remise en question des pratiques. Comment ce travail-là peut avoir un impact pour la société à l'extérieur de l'action communautaire autonome? Oh, c'est une grande question, j'en conviens. C'est une grande question et je vais essayer d'y répondre. Et si je suis à côté de la plaque, tu me le diras. Mais les organismes communautaires, c'est souvent des organismes de proximité. On y a parfois plus facilement accès qu'à d'autres ressources ou qu'à d'autres institutions. Et après, c'est la poule et l'œuf. Donc, est-ce que à cause de ça, les organismes communautaires sont un peu à l'avant-garde de ce qui se passe, ou est-ce qu'ils sont à l'avant-garde, donc les gens veulent y participer, puis au bout d'un moment, éventuellement, le gouvernement se dit, hey, c'est quand même mal ce qu'ils font, on va te faire donner de l'argent. Je sais pas, la poule et l'œuf, mais je pense que c'est ça aussi, c'est que les organismes communautaires ont ce rôle d'être, ce rôle, cette mission d'être proche des gens, d'être proche des réalités qui sont très, 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 très variées. Et c'est ça qui fait qu'on arrive à avoir après des conséquences plus dans nos sociétés. C'est quand, par exemple, là, on parle beaucoup des femmes, évidemment, mais la marche pour les femmes en 95 à travers le Québec, du pain et des roses, c'était ça, c'était des femmes qui se sont dit, on en a marre parce qu'on n'est pas apprécié à notre juste valeur. Les gouvernements ne nous suivent pas, mais il y avait du communautaire qui était là, c'était des personnes, c'était des individus, et c'était du communautaire qui était là et qui ont mené ce truc-là où finalement on a commencé à parler de ce qui se passait, puis c'est arrivé jusqu'aux oreilles du politique. Après, ce que ça a donné, les résultats escomptés, c'est à chacun de juger, mais c'est le mouvement. Le mouvement communautaire autonome, il est réellement au cœur de ce qui se passe, parce que sans ça, on peut pas, on n'est pas dans un monde où malheureusement on peut se reposer uniquement sur nos gouvernements pour le meilleur ou pour le pire. Mais tu sais, c'est ça le mouvement communautaire, c'est ça, c'est être proche des gens, avec les gens, pour les gens, par les gens, c'est l'essence même de ce qu'on fait. Et tant et aussi longtemps que le monde sera rond, on aura besoin de nous tout simplement, puis on aura besoin d'argent aussi, il faudra leur dire qu'on aura besoin d'être financé à notre juste valeur aussi, mais je pense que c'est peut-être un élément de réponse, puis avec un peu de chance, j'étais pas à côté de la plaque. Absolument pas du tout, vraiment pas. Est-ce que quelqu'un veut compléter, continuer sur cette lancée? Oui, comme Gisèle, Oh, excuse-moi, Sonia. Vas-y. OK. Donc, c'est ça, j'allais dire un petit peu pareil que les organismes communautaires, on est comme un reflet de la société, mais au micro. Donc, c'est là qu'on peut vraiment voir tout de suite et faire les changements pour la transformation sociale, donc pour lequel on travaille depuis déjà plusieurs années, mais on peut le faire et offrir cet espace transformé aux membres et participants. Donc, qui peut nous donner la vision de ce que ça pourrait être aussi la société. Mes collègues ont vraiment très, très bien abordé la question. J'espère que ça répond. Mais ce que je voulais rajouter, ce que ça peut amener comme plus pour la société, c'est que je pense que cette inclusion-là nous permet d'éliminer les angles morts ou de les atténuer le plus possible, ce qui nous permet de vraiment aller à la racine des problèmes, donc d'agir sur les causes le plus possible. Comme quand j'ai donné l'expérience de l'image du corps, l'obsession de la minceur, on a vraiment réussi en travaillant en inclusion, en travaillant avec des femmes racisées, de vraiment aller à la base de c'était quoi finalement le problème principal de ça, qui était le contrôle du corps des femmes et non pas juste l'obsession de la minceur, qui était seulement une manifestation de cette violence faite aux femmes. Donc, ça nous permet vraiment de travailler plus sur les racines du problème. Puis ça, je pense que ça permet des transformations sociales en profondeur, parce qu'en s'attaquant aux racines, et non pas seulement à comment elles se manifestent, on peut réussir à vraiment changer les choses. Donc, pour moi, c'est un plus pour l'organisme, pour la société aussi. Merci beaucoup, vous êtes super bonne. J'entends que Mégane me dit qu'il y a une nouvelle question de la part de l'auditoire.
Oui, il y a Audrey Bernard de Relais Femmes qui dit, vous avez beaucoup parlé des pratiques d'inclusion au niveau de la gouvernance et des équipes de travail, ce qui est la première étape. Qu'en est-il dans vos activités? Très bonne question. Qui se lance? Je vais me relancer, mais je pense que Kavita en avait déjà parlé un petit peu dans sa présentation. C'est que dans nos activités, on essaie aussi que ça soit pas seulement... Bien, on travaille en éducation populaire. Hein, je pense que tout le monde ici fait de l'éducation populaire. Donc, c'est vraiment l'idée qu'on n'est pas l'expert puis qu'il n'y a pas seulement nous, l'experte, qui parle et puis les personnes qui reçoivent l'information. Donc, c'est le fait du savoir collectif qui est construit ensemble. Puis ça se reflète aussi dans le travail pour la diversité. Donc, de passer le micro, de donner la parole aux premières personnes concernées, de partager ce pouvoir-là d'influence. Donc, on est invité aussi à l'extérieur de parler devant un groupe. Donc, de partager ce micro, les premières fois, c'est plus difficile. Ensuite, on finit par apprendre à comment faire. Et nous, on a souvent eu des participantes, par exemple, qui apprenaient comment utiliser l'ordinateur et puis à qui on a demandé de faire une présentation sur les conditions des femmes dans leur pays d'origine. Et elles ont fait un PowerPoint pour cette présentation-là et on les a accompagnées. Donc, c'était sûrement plus facile d'aller chercher une experte qui avait déjà travaillé sur le sujet, mais nous, ce qu'on voulait vraiment, c'était ce processus-là, donc de partir de l'individuel au collectif, de partir d'un besoin qui était de se former au fait qu'elle partage aussi son savoir avec le groupe. Donc, nos activités ont beaucoup de co-animation comme ça et d'accompagnement pour que le savoir vienne de tout le monde, puis pour qu'une personne qui vient pour un service va finir par participer à une action collective. Puis ça vient pas seulement avec le fait de la convaincre de voici les bonnes revendications, mais au fait qu'elle construise aussi à la fois qu'elle partage son vécu, qu'elle partage ses connaissances, mais qu'elle construise aussi les revendications ensemble. Donc, nos activités ressemblent à ça un peu. On a des activités de formation, mais qui sont vraiment dans une optique d'aller vers un changement social. Puis c'est toujours dans une espèce d'effet d'entonnoir où on se dit ben on aimerait ça réussir à se rendre compte qu'on a un pouvoir ensemble puis une connaissance à partager avec le reste de la société. Je ne sais pas si ça répond, mais c'est peut-être le point de vue. C'est ça, dans les activités, on essaie toujours de suivre l'actualité aussi et ce qui se passe, puis de réfléchir ensemble. Donc, de pas seulement avoir des activités de consommation d'activités, mais des activités aussi, des fois un peu plus difficiles, puis qui nous mettent mal à l'aise, puis qui nous remettent en question. Merci. Est-ce que quelqu'un d'autre voudrait répondre à cette question? Je pense que vraiment, Sonia a couvert beaucoup de choses, mais tu sais, encore une fois, c'est l'idée de se remettre en question. Tu sais, c'est arrivé plus dans le milieu jeunesse qu'on fasse des activités, puis je me dis, ah, tu sais, c'est bizarre, je trouve qu'il y a, dans mon groupe en général, j'ai plein de gens, mais là, je trouve que pour cette activité-là en particulier, toutes les semaines ou tous les 3 jours, j'ai vraiment je sais pas, que des jeunes garçons qui viennent. Comment ça se fait? Pourtant, moi, j'avais pas nécessairement vu qu'il pouvait y avoir une distinction qui soit faite. Et parfois, ce qu'on a remarqué, c'était, notamment pour les activités sportives, c'était qu'on n'avait pas forcément toujours pris en compte que le rapport au corps est différent à un certain âge. Oui, je le sais, oui, j'ai vécu mon adolescence, mais j'ai tellement dans mon truc que je ne me suis pas rendu compte que, bah oui, c'est vrai, tiens, là-dessus, on a loupé quelque chose. Donc, par exemple, pendant un moment, ce qu'on a fait, c'est que nos activités sportives, on avait un moment qui était dédié aux jeunes filles. Où, en fait, c'était les jeunes filles, mais aussi n'importe quelle personne du groupe, donc jeunes qui n'étaient pas nécessairement hyper à l'aise de faire du sport organisé avec les garçons qui, eux, avaient plein d'activités vraiment nice. Et puis, en fait, si tu n'étais pas dans ce groupe-là, ou si tu n'avais pas socialisé avec ce groupe-là déjà, elles étaient un peu mises de côté. Donc, il arrivait qu'on ait des jeunes garçons qui venaient aussi, qui n'étaient pas hyper proches des autres. Et on avait aussi des jeunes qui n'étaient pas nécessairement sur un spectre totalement, pas dans une idée de binarité non plus. Donc, ces personnes-là aussi se sentaient à l'aise. Donc, pendant un moment, on avait vraiment des activités qui, pour le sport, en tout cas, on disait, OK, on a tel moment, tel jour, telle heure, ça vous est réservé. On va faire du sport comme vous voulez, on va essayer plein d'affaires. Et le but, c'est qu'au fur et à mesure, on puisse intégrer l'un des groupes dans l'autre des groupes et qu'on essaie de casser ce mur qui s'était créé. Et puis,
ça prend du temps, c'est sûr, mais tu sais, ça a valu la peine parce que ça a amené à des conversations intéressantes, puis ça a amené les uns et l'autre à se dire, ah ben moi j'ai ma place là-bas, ah mais moi peut-être que j'aurais pu pas nécessairement faire ça la dernière fois, puis l'autre se serait senti à l'aise de venir aussi, puis on aurait juste été plus nombreux dans cette activité-là. Donc oui, je pense que c'est souvent une question de se remettre en question, mais c'est sûr que je suis contente que depuis tout à l'heure, je parle beaucoup de se remettre en question, mais que la réalité, c'est que souvent, en fait, on manque de temps. On manque de temps, on manque d'équipe on manque d'équipe, on va manquer de ressources aussi. Et sachez que je suis bien consciente du fait que c'est aussi notre réalité, que parfois on n'a pas le temps de prendre le temps, mais si on arrive à se le bloquer et à déterminer que tel jour on fait ça de telle heure à telle heure toute la journée, ça peut valoir la peine. Mais je voulais juste quand même mentionner que je sais qu'on n'a pas toujours le temps de prendre le temps non plus de toujours réfléchir à ça. Merci. Est-ce que, Kavita, tu voulais rajouter quelque chose? Est-ce qu'on a des questions de l'auditoire? Non. Moi, j'aurais une question. En fait, je pense qu'on aurait 2 questions d'ici la fin, la question d'avoir le temps d'y répondre et de terminer à temps. On parle beaucoup d'apprentissage, de se remettre en question. Moi, je nous invite à être autoréflexif et à peut-être partager quelque chose qu'on pensait que c'était vraiment une bonne idée, puis finalement, ça n'a pas marché. Puis pourquoi? Parce que ça fait partie des apprentissages de faire des erreurs. Donc, je vous invite à faire ça si vous êtes à l'aise. Oh! Mais on en a des idées, je suis sûre, mais j'ai fait tellement d'erreurs que j'arrive juste pas à avoir un exemple précis tout de suite. Oui, la même chose pour moi. J'essaie de penser à quelque chose que je pourrais structurer en peu de temps là, dans on fait toujours des erreurs, c'est comme ça qu'on apprend. Je pense que les erreurs, c'est en continu. Mais il n'y a rien qui me vient en tête rapidement comme ça. Désolée. Kavita, toi? Est-ce que tu parles d'un instant spécifique? Des fois, on a une bonne idée, on se dit, ah, ça, là, ça va super marcher. Puis là, finalement, on se trompe parce que c'est ça la vie quand on apprend puis on travaille. Puis surtout quand on se laisse l'espace pour essayer des choses novatrices, nouvelles. Mais c'est pas grave. Je pense qu'on est tous au courant dans le milieu communautaire que des fois, on fait des erreurs. Donc, okay. Je pense comme... excuse. Non, vas-y. Comme Sonia l'a dit, la préparation d'avance. Un exemple spécifique auquel je pense, on avait à chaque année, on a une ou 2 journées complètes de réflexion. On invite tous les membres, on offre le dîner ou sur des thématiques d'actualité. Le matin, on a une invitée avec qui on réfléchit ensemble. Puis ensuite, en après-midi, on est en sous-groupe pour réfléchir à des actions collectives. Et je peux penser à une fois où on avait sur le féminisme noir, on avait invité 2 invités en matinée, puis en après-midi, c'était un espace de discussion, mais on voyait que les femmes noires, c'est en fait les femmes blanches qui prenaient plus la parole durant cette activité-là que les femmes noires qui étaient les premiers concernés pour parler de cette réalité. Donc là, on était comme, oh, on aurait pu soit approcher ces femmes-là et leur offrir la parole d'avance pour cette activité-là. Donc, dans une autre activité à part, donc c'était une activité animée par elle et on avait aussi fait une annonce que c'était un espace pour elle. Donc, on est là en posture d'écoute et pour poser des questions. Mais à la fin, donc, on avait comme réfléchi à ça après. Donc s'assurer quand on fait des activités comme ça que soit on approche déjà des femmes d'avance pour qu'elles puissent se sentir à l'aise ou comme Sonia nommait, faire des espaces de bravoure, des safe space, qu'on dit comme on dit en anglais. Donc, ça, c'était auquel j'ai pensé. Merci. C'est un très bon exemple. Est-ce que, Sonia, tu voulais rebondir ou est-ce que
Vous voulez commenter, Gisèle? C'est totalement cet exemple-là, c'est l'exemple qui m'est venu en tête. J'essayais de le structurer dans ma tête, de comment l'expliquer, puis comment. Mais c'est exactement ça. On s'est dit, bon, ben finalement, il y avait beaucoup de femmes noires, mais pourquoi elles n'ont pas parlé, puis pourquoi elles n'ont pas discuté alors que c'est un sujet directement lié. Puis après ça, on a appris de cette erreur-là. Puis aussi, je pense qu'une chose que Kavita n'a pas mentionnée, c'est qu'il y avait une personne présente qui était non seulement pas d'accord avec le thème du féminisme, mais pas d'accord avec le féminisme aussi. Donc là, on avait peut-être aussi, après ça, on s'est dit, ben le préalable, là, c'est vraiment un espace de réflexion. On a des cafés-rencontres où on aborde un sujet, mais on a aussi des espaces où on va aller plus loin dans le sujet. Donc, peut-être le préalable, c'est d'être à l'aise ou du moins être d'accord avec les prémices de l'égalité homme-femme, du fait que oui, il existe du racisme dans la société. Si c'est pas quelque chose avec lequel vous êtes à l'aise, ben, il y a d'autres activités où on vous invite parce que sinon, ça bloquait un peu cette possibilité-là d'aller plus loin. Puis je pense que des fois, une personne peut être très faire beaucoup de disruption pour un gros groupe. Puis dépendamment du type d'activité, ça peut être exactement le sujet de l'activité, ça peut être exactement pour ça qu'on fait l'activité, donc pour défaire les préjugés, puis pour être vraiment dans cette première rencontre de débroussaillage. Mais il y a d'autres activités qui demandent qu'on aille un peu plus loin dans cette réflexion-là, donc qui sont une deuxième étape, que je pense qu'on a le droit de dire les personnes qui participent à ça, mais voici la posture avec laquelle on va travailler pour cette rencontre-là. C'est ça. Merci. Est-ce que Gisèle, tu voulais compléter? C'est bon? Non, parce que je n'ai rien de particulièrement intelligent à ajouter après ces propos. Non, par ailleurs, tes interventions sont toujours très intelligentes, comme toutes les autres panélistes, d'ailleurs. Est-ce qu'on prend une question du public, Mégane? D'accord. Bien, dans ce cas-là, je nous invite peut-être à aller dans la conclusion avec une dernière question que je souhaite inspirante et je vais vous laisser tout l'espace pour y répondre spontanément. Vous avez toutes les bonnes idées pour y répondre. Donc, là, on est dans un forum qui s'appelle Voir grand. Donc, si on se permet de voir grand, on rêve. Ça serait quoi les engagements? Ce serait quoi les actions que vous aimeriez que le mouvement de l'action communautaire autonome prenne à moyen et à court terme en matière d'inclusion? Donc, on voit grand, on regarde vers l'avenir, quand il n'y aura plus de pandémie, en tout cas, quand ça va, on rêve. C'est quoi les engagements, c'est quoi les actions que vous aimeriez que le mouvement de l'action communautaire autonome prenne à court et à moyen terme en matière d'inclusion et de participation? Je pense que le micro. Je peux me lancer. Si on voit grand, j'aimerais que nos milieux restent à l'avant-garde, qu'on prenne toujours le temps quand on peut, quand on a les ressources, mais en fait juste qu'on prenne le temps de prendre le temps de se remettre en question, de se questionner. On était d'accord pour dire que notre milieu a un gros impact sur la société. C'est un gros mandat. Est-ce qu'on l'a demandé ou est-ce qu'il nous est tombé dessus? On ne le sait pas. Mais tu sais, qu'on reste à l'avant-garde, qu'on ose poser des questions, qu'on ose dire, ben, moi, je vais prendre telle décision, moi, je vais inclure et m'assurer que telle personne puisse participer réellement. Je vais aussi pas avoir peur de demander à mes collègues dans d'autres organismes. Je pense que dans le milieu, ce serait dommage qu'on reste chacun dans notre coin. Au contraire, parlons-nous et on n'a pas peur de nous appeler les uns les autres et qu'on ose se dire, ben moi, je vais faire ça et je vais essayer. Et si je me casse la figure, et ben c'est pas grave, au moins, je l'aurais essayé. Et qu'on ait le courage de dire aussi parfois à nos gouvernements que ce qu'ils font, c'est pas assez, que ce qu'ils font, c'est pas assez et qu'on peut pas tout le temps être la dernière roue du carrosse parce que ça n'a juste aucun sens. Donc voilà, grosso modo. Merci. Aussi, oui, comme on l'a nommé durant tout le panel, donc garder l'analyse globale des oppressions, donc aller aux racines, aussi pour pouvoir mieux comprendre les différentes réalités, donc garder une analyse globale. Merci. Sonia, est-ce que tu voulais compléter? Oui. Donc, tout ce qui est aussi la force dans la diversité,
On n'a pas besoin d'être d'accord sur tout, d'avoir la même posture, la même opinion sur chaque aspect. Donc, il y a une diversité des féminismes, il y a une diversité de façons de lutter, puis de s'assurer d'une meilleure justice sociale. Puis c'est dans cette diversité-là qu'on peut atteindre nos buts. Donc, pourvu qu'on travaille pour aller dans la même direction, puis qu'on puisse laisser la place à cette diversité-là aussi de point de vue et d'origine des personnes, je pense qu'on peut enrichir nos pratiques à travers ça. On est gagnant comme mouvement communautaire d'enrichir nos pratiques avec ça. Comme a dit Kavita, déjà, le processus est aussi important que la finalité parce que dans le processus, c'est là où on met en pratique nos valeurs et nos façons d'agir comme communautaire. Donc, voilà, la solidarité, l'appui. Donc, quand on est dans des tables de concertation, soyons solidaires entre nous par rapport aux problématiques amenées par les différents groupes pour essayer de faire un tout commun qui permet une transformation sociale. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci vraiment pour ces remarques de conclusion. Je retiens de passer de l'inclusion à la participation, des relations solidaires, une approche globale, avoir le courage de remettre en question ce que les gouvernements nous proposent. Je remercie les 3 panélistes d'avoir fait ces présentations très inspirantes aujourd'hui. Je remercie aussi Mégane, qui a été très utile et très efficace dans l'espace de clavardage. Dans les coulisses, il y avait aussi une personne qui s'appelle Steve et certainement plein d'autres personnes que je remercie. Je vous invite à consulter, il y a une section ressources dans la médiathèque de la plateforme, donc vous avez accès à cet espace-là. Il y a des balados, des vidéos, des présentations, toutes sortes d'outils pour approfondir les réflexions ou les questionnements qui ont été soulevés ou qui vont se soulever dans vos réflexions futures. Voilà, donc ça serait terminé pour aujourd'hui pour ce panel et je vous remercie sincèrement de votre participation et je vous souhaite de pouvoir profiter du soleil pour les endroits où, pour les personnes où il y a du soleil. En tout cas, ici à Montréal, il y en a beaucoup, donc j'ai bien hâte d'aller dehors. Passez une bonne journée. Merci.